Plus, a worldwide web event. Bienvenue à tous à notre 4e semaine de cours de Nouvelle Terre sur le web. Merci encore de nous rejoindre pour étudier et discuter de notre 61e sélection du Book Club, le livre Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Je suis juste si heureuse que tant d'entre vous du monde entier consacriez du temps pour vous-même afin de vous éveiller et que nous fassions cela ensemble. C'est vraiment mon espoir le plus profond que notre conscience collective commence à créer une puissante transformation, non seulement dans nos vies individuelles, mais pour l'avenir de notre planète. Donc, bienvenue à tous et bienvenue, monsieur. Merci. Une bonne semaine pour vous. Oui, très bonne, merci. Très bien. Donc, voyons ce que nous avons maintenant commencé comme une tradition. Oui, un moment de silence. Et la question est où porter notre attention. Et cette fois-ci, je suggère que nous mettions notre attention sur la sensation de vie à l'intérieur, ce que j'appelle le corps intérieur, pour sentir que c'est en fait vivant à l'intérieur de vos mains. Un bon moyen pour commencer est avec les mains, de sentir que oui, c'est en fait vivant ici à l'intérieur de mes mains. Les cellules sont vivantes. Et cela est un début pour ressentir, être capable de sentir le corps intérieur entier. Le champ d'énergie en tant que sentiment global de vie et de juste porter son attention là plutôt que de l'avoir dans la tête. Et alors nous pouvons entrer dans la vraie quiétude, le silence. Car le silence ne peut se produire tant que l'esprit n'est pas devenu immobile. Habituellement, il ne s'arrête pas tant que l'attention ne s'est pas éloignée et n'est pas dirigée vers quelque chose d'autre. Donc, nous mettons notre attention dans le corps et ainsi, nous pouvons aller vers le silence pour une demi-minute environ. Merci. Commençons ici au chapitre 4, qui est un chapitre très long. Oui. Quand vous l'avez écrit, vous avez dû y passer un bon moment. Oui, et d'une certaine façon, il reflète les principaux thèmes du livre qui sont déjà contenus dans ce chapitre. Oui. Le titre de ce chapitre s'appelle « Les rôles joués par les divers visages de l'ego ». Donc, avant de vraiment commencer, je voudrais prendre un moment et parler des questions les plus souvent posées que nous avons reçues jusqu'à présent. Il y a tellement de gens qui se sont engagés dans ce livre et qui deviennent conscients d'une nouvelle façon de penser, d'un nouveau chemin de conscience, qui veulent savoir comment gérer la relation avec les gens qui ne sont pas encore sur ce chemin et qui ne pensent pas en avoir besoin. Parfois c'est un collègue ou un ami ou même son compagnon. Beaucoup d'entre vous nous parlent de ce problème qui peut créer une division. Je veux dire, nous avons reçu un email d'une personne qui dit « Écoutez, ma femme n'est pas intéressée par cela. Je demande ce que ça va donner pour notre relation. » Cette question est une des dernières que nous avons eues de Qatar durant la première émission. Mais c'est une des questions que beaucoup de gens ont alors qu'ils s'engagent de plus en plus sur le chemin présenté dans ce livre et pour laquelle ils ressentent de plus en plus le besoin d'avoir une réponse. Oui, la chose principale est que le changement ne peut se produire qu'à l'intérieur de vous. Donc, ne vous attendez pas à ce que d'autres gens changent également et ne dites pas « je peux changer tant que l'autre proche de moi change aussi ». Il est important d'être responsable de votre propre état de conscience et d'autoriser les autres, particulièrement ceux dont vous êtes proches, à être où ils sont, où ils en sont. De ne pas demander que puisque quelque chose se passe en vous et que vous commencez à changer, les autres devraient changer aussi. Le changement ne se produit pas chez les autres par le fait d'essayer de les changer. La façon la plus puissante de provoquer un changement chez les autres est de ne pas essayer de changer l'autre, mais d'accepter complètement l'autre tel qu'il ou elle est.
Donc ça, c'est absolument vital. Il y a même des écoles de psychothérapie qui reconnaissent ça. Donc vous offrez à l'autre une acceptation totale. Et cette partie de ce changement qui se produit en nous est que nous sortons de l'esprit de jugement qui continuellement juge l'autre. Donc, on sort de ça. Et si nous quittons le jugement, nous sommes alors capables d'accepter simplement le partenaire, l'ami proche, un membre de la famille, un parent. C'est là où ils se trouvent maintenant. Ils continuent de fonctionner avec les vieux schémas. Ce qui a changé est que vous ne résistez plus à ces schémas, ni ne réagissez plus à eux. Et donc, vous ne les renforcez plus. C'est ça, c'est ça. Ainsi, vous ne participez plus à ce jeu désormais. Donc, votre intention de ne pas juger fait partie de votre changement. Vous savez devenir un observateur de votre propre vie et voir ainsi plus clairement l'ego chez les autres, tout comme vous le voyez également en vous. Ne jugez pas. Voyez simplement que c'est ce qui est. Oui, et ne confondez pas ce que vous observez, le comportement que les gens Avec ce qu'ils sont. Non, ce n'est pas qui ils sont. Et cela est une distinction vitale, car si vous confondez cela avec ce qu'ils sont, alors vous allez perpétuer cette sorte de comportement. Donc, cela ne marchera pas. L'acceptation est vitale. Et ce n'est pas en quelque sorte, je veux dire, tous ceux d'entre vous qui avez posé cette question. Vous savez, nous avons entendu l'expression de renaissance à l'Église et vous avez trouvé Jésus ou Bouddha ou découvert une nouvelle façon d'être pour vous-même. Et maintenant, vous voulez que tous aillent vers Jésus. Et vous voulez que tous croient ce que vous croyez. Cela est une expression de votre ego, que de maintenant vouloir que les gens croient en ce que vous croyez. Et c'est un piège dans lequel on peut tomber, même avec cet enseignement, qui n'est réellement pas du tout basé sur la croyance. Donc ce n'est pas une nouvelle croyance. Nous ne sommes pas en train d'essayer de trouver une nouvelle croyance. Il s'agit d'aller au-delà. Au-delà de l'esprit pensant, vers la conscience. Mais quand vous trouvez quelque chose de nouveau, il y a toujours le danger de vouloir en parler aux autres. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire cette émission, car j'ai voulu le partager avec d'autres. Et parfois ça marche, car parfois les autres sont totalement prêts. Ils acceptent et disent « Wow, je n'ai jamais réalisé cela », mais ils le reconnaissent de l'intérieur car ils sont mûrs. C'est ça. Mais tout le monde n'est pas prêt, donc parfois, certaines personnes achètent des copies de Nouvelle Terre ou du pouvoir du moment présent pour leurs amis et leurs parents, et elles sont parfois déçues quand l'autre dit « ça n'a aucun sens pour moi ». Ça n'a pas de sens pour moi. Cela veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts, et cela est ok. Peut-être le mettent-ils sur une étagère et dans 10 ans, ils seront prêts, c'est assez possible. Oui, absolument, absolument. Donc maintenant, pour la classe, je voulais régler cette question, car elle revient sans cesse dans les messages. Maintenant, nous sommes prêts pour notre cours numéro 4. Nous allons ce soir aller plus loin pour identifier l'ego dans toutes ses formes. Chapitre 4, les rôles joués par les divers visages de l'ego. Laissez-moi commencer par vous dire que c'est un long chapitre et nous avons donc beaucoup à voir dans une période courte, c'est 90 minutes. Mais je crois que l'essence de ce chapitre est ce que vous dites, page 104. Vous êtes un être humain, le talent à vivre sa vie n'est pas une question de contrôle, mais une question d'équilibre entre humain et être. Les rôles que vous jouez, mère, père, mari, femme, jeune, vieux, et les fonctions que vous assumez appartiennent à la dimension humaine. Cette dimension a sa place et doit être honorée, mais elle ne suffit pas pour qu'une relation ou une vie soit accomplie et vraiment significative. L'aspect humain n'est jamais suffisant à lui seul. Peu importe vos efforts et vos accomplissements. J'aime tellement cette phrase que j'ai écrit « waouh ». Oui, j'ai mis « waouh ». L'aspect humain n'est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos accomplissements. Et puis il y a l'être.
On le trouve dans la quiétude, la quillité vigilante de la conscience elle-même. La conscience que vous êtes. L'aspect humain correspond à la forme. L'aspect être correspond à l'absence de forme. Et ces deux aspects ne sont pas dissociés, mais au contraire intimement liés. Oui, d'une certaine façon, c'est l'essence de tout l'enseignement. C'est une bonne façon de le présenter. Et bien sûr, l'aspect humain n'est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos accomplissements. Et cela est l'essence de pourquoi les gens sont dans une telle souffrance et une telle lutte. Vous savez, l'angoisse d'eux-mêmes dans la vie, non? Et c'est pourquoi ils jouent des rôles. L'ego joue des rôles car il y a inconscience de la source de tout pouvoir en vous. Donc les gens qui ne sont pas en contact avec le pouvoir à l'intérieur, l'endroit où réside tout le pouvoir, le vivant lui-même, la conscience elle-même, ressentent un manque. Pourquoi ne sont-ils pas en contact avec? Parce qu'ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas dans le moment présent car le moment présent est ce point d'entrée vers l'endroit de pouvoir à l'intérieur. Si vous n'êtes pas présent, vous ne réalisez pas qu'il y a une source de pouvoir à l'intérieur et ensuite vous croyez avoir besoin d'un pouvoir secondaire de quelqu'un ou de quelques situations ou d'autres gens. Alors l'ego se met à jouer un rôle pour manipuler l'environnement et les gens pour obtenir ce qu'il pense avoir besoin, sans réaliser que toutes ces choses qui, selon lui, donneront le pouvoir qui me semble lui manquer, sont déjà en vous. Si vous pouviez seulement être présent dans le maintenant. J'ai compris. Ok. Donc la question est comment ne pas nous perdre dans la dimension humaine. Comment? En étant présent dans le maintenant. Oui. Et en réalisant que quand vous vous perdez dans la dimension humaine, c'est-à-dire tout ce que l'être humain amène avec lui, oui, à un niveau plus primordial, se perdre signifie se perdre dans ce flot continu de pensées qui se déverse dans la tête des gens. Oui. Ainsi, cela vous emporte et emmène toute votre attention consciente. Vous vous souvenez, nous avons commencé par éloigner l'attention de l'esprit pour la diriger vers ce corps. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est écarter l'attention de la pensée, l'amener vers les sens de perception et vraiment voir et écouter et toucher les choses. Ainsi, la vigilance émerge. Vous savez ce que j'ai remarqué en faisant cela? Je ne sais pas comment c'est pour vous tous, mais j'ai trouvé qu'en étant plus présent, juste en faisant cet exercice, par exemple, si je marche sur un chemin dans les bois près de ma maison, être là et ne pas être dans ma tête pensant à ce que je dois faire, juste être là. Et ce que j'ai trouvé, c'est que vous êtes juste moins stressé. Moins stressé. Vous êtes juste moins stressé, vous êtes plus calme. Oui, et vous ne portez pas le lourd fardeau d'une personnalité. Un moi avec le fardeau du passé, du futur, mon futur problématique, mon passé problématique. Vous êtes beaucoup plus léger et libre quand vous marchez dans la présence. Ok, mais mon coiffeur m'a demandé ce matin, donc je vous le demande alors, comment faites-vous pour planifier quoi que ce soit si vous ne pensez pas au futur? Comment faites-vous pour que quelque chose se fasse? Vous planifiez dans le moment présent, quand le moment vient de planifier, et ce moment n'est pas quand vous marchez dans les bois, et quand vous vous promenez dans les bois, c'est le moment d'être présent. À moins que vous allez dans les bois pour planifier, vous pourriez alors faire ça dans les bois. Vous pourriez, oui, vous pourriez, mais il y a plus de chances que votre plan soit fructueux s'il est précédé par une période de présence et de quiétude. Toute activité de l'esprit a plus de chances d'être bénéfique si précédée par la présence et le silence, et ensuite vous utilisez l'esprit. Ok, que dois-je faire aujourd'hui? Et ensuite vous faites une liste. Donc si vous devez être dans le futur, faites-le comme un événement concentré. Oui. Ou une expérience. Dites maintenant, je vais m'asseoir et planifier. Ne pensez pas à demain. Une fois que vous avez fait ça, alors vous savez, c'est ce que je dois faire de telle façon que vous n'êtes pas continuellement projeté dans le moment suivant. Vous ne vous projetez pas, vous ne jouez pas un film mental sur ce que vous allez dire quand telle situation arrivera. Donc, vous pouvez faire confiance à la vie que tout ce dont vous avez besoin sera là quand le futur arrivera. Aussi longtemps
Que cela concerne les affaires pratiques, le futur est simplement quelque chose que j'utilise, le temps horloge comme je l'appelle. Vous prenez un rendez-vous pour demain. Et vous gérez demain. Oui, ainsi vous ne vous projetez pas continuellement en dehors du maintenant. C'est ça. Vers un quelconque futur, croyant que cela sera plus important que le moment présent. Ce n'est pas le temps. Car ce que vous dites en page 122, tous ceux qui ne font qu'un avec ce qu'ils entreprennent sont en train de construire la nouvelle Terre. Oui. Et c'est comme ça que vous faites. Être un avec ce que vous faites veut dire être totalement dans ce que vous faites de telle façon que la focalisation de votre attention n'est pas où vous voulez aller, vous savez où vous voulez aller. La focalisation de votre attention est sur ce que vous faites maintenant, c'est dans quoi l'énergie s'écoule. L'énergie n'est pas déviée de ce que vous faites maintenant à travers le dysfonctionnement mental par rapport au désir d'arriver là-bas, car alors tout ce que vous ferez sera stressant. Car tout ce que vous faites avec 100% de votre attention s'améliorera de toute façon. Il y avait un maître zen qui regardait quelqu'un participant à une compétition de tir à l'arc, et cette personne faisait tout ce qu'elle pouvait pour gagner, mais n'a pu y arriver, et alors quelqu'un demanda au maître zen comment se fait-il qu'il n'y arrive pas, et le maître zen dit son besoin de gagner épuise son pouvoir. Wow. Et donc, son besoin de gagner dans un certain futur, il veut avoir un moment futur où il sera accompli. Donc, son attention n'est pas complètement dans le moment présent. Le moment présent où se trouve tout pouvoir. Et ce pouvoir qui réside dans le moment présent ne peut alors s'écouler dans ce que vous faites. L'ouverture n'est pas là. Car pour avoir la maîtrise dans n'importe quelle entreprise, peu importe laquelle, vous devez être totalement dans ce que vous faites. C'est ce que les grands athlètes savent. Oui, et quand ils y entrent, ils appellent la zone. Oui, il y avait ce bel article cette semaine, en fait, sur Tiger Woods dans USA Today. Cet article disait qu'il était peut-être le plus grand athlète de tous les temps, car c'est ce qu'il sait, comment se focaliser et être 100% présent. C'est juste lui et sa balle. Et le cours de golf. Ok. Une autre question qui revient souvent dans les messages. La semaine dernière, Kidada, de Californie, a appelé et disait qu'en étant jeune personne, en tant que jeune personne, elle pensait au futur et au fait de vouloir faire une carrière, d'avoir un mari, etc. Je pense que beaucoup de gens ne se sont pas sentis satisfaits par votre réponse. J'ai entendu cela et beaucoup de gens semblent ressentir la même chose que Kidada. Beaucoup se demandent où va la passion et l'ambition. Et c'est, je crois, ce que demandait Kidada. Avec ce nouvel éveil. Maintenant, en devenant juste si éveillés, devenons-nous passifs? Non, la passion est bien plus grande quand vous êtes totalement focalisé sur ce que vous faites maintenant. Autrement, la passion deviendra du stress. Plus vous êtes focalisé sur votre but, là où vous serez prochainement, plus la passion va se transformer en stress. Vous pouvez encore avoir beaucoup d'énergie, mais il y a alors en dedans aussi beaucoup d'énergie négative. Donc si vous voulez vraiment être au maximum de votre puissance, vous devez être totalement là. Et cela s'applique également pour la chose la plus soi-disant anodine que vous faites durant la journée. Car même les grands projets sont constitués de petites étapes. Même la plus grande des choses, vous faites un travail merveilleux, mais chaque jour que vous passez est constitué de petites étapes. Vous arrivez au studio, vous vous habillez, vous vous préparez à parler, une phrase à la fois, et donc nous avons besoin d'être présents comme vous l'êtes. C'est de là que vient le pouvoir, à chaque instant, et non pas en regardant vers un quelconque futur qui promet une sorte d'accomplissement plus grand. Cela est l'illusion. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de plan. Vous pouvez avoir un plan. Je veux, pour développer un business, faire ceci ou cela. Mais l'attention principale doit être dans ce que vous faites. Et si vous êtes focalisé principalement dans ce que vous faites maintenant, la passion est là. Et un profond plaisir est là. Et une intensité d'énergie. Une intensité d'énergie. Vous pouvez redire ce que le maître Zen disait, son désir de gagner et puis son pouvoir. Son désir de gagner et puis son pouvoir. Son besoin de gagner et puis son pouvoir. Donc le fait d'être présent.
Vous êtes juste concentré sur ce qui est nécessaire en ce moment. En ce moment. Je suis sûre que cette réponse du maître zen a marqué beaucoup de gens. Car vous êtes si désireux de gagner. Vous devez y arriver, vous devez réussir, vous devez, et cela épuise votre énergie. Au lieu de cela, vous devriez vous focaliser sur ce moment, ce pas-là, et ensuite le pas suivant, et ensuite le pas suivant. C'est ça. Maintenant, vous pouvez gagner si vous essayez très fortement et dans le stress. Parfois, ça arrive que vous gagnez. Mais ça ne vaut pas vraiment la peine car vous êtes de plus en plus épuisé et au bout d'un certain temps, vous perdez la joie de vivre. Si vous passez 5 années de stress pour finalement atteindre votre but, cela en vaut-il la peine? Il y a-t-il de la joie dans ce que je fais? Il y a-t-il de la vie, de l'intensité? C'est la question. Les gens croient parfois dans notre civilisation que quand il y a beaucoup d'énergie, il doit y avoir du stress. Ils ne peuvent imaginer une intense énergie dans ce que vous faites sans stress, car c'est comme ça que nous sommes conditionnés, car nous sommes toujours conditionnés à regarder la chose qui vient ensuite. Mais il y a un état plus puissant d'intense énergie, une intensité d'énergie. J'allais dire là où l'énergie est intense et focalisée. Maintenant, aucun stress. Oui, aucun stress. Bien, allons voir notre groupe d'études que nous regardons de bord sur Michigan Avenue. Hello Chicago, bonjour à tous encore. Sherine a une question. Hello Sherine. Hello Oprah, hello Eckhart. Nous sommes ravis d'être là. C'est une question pour vous Eckhart. Vous dites en page 126 que la vigilance doit être constante pour ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Et je me demandais, êtes-vous vous-même dans cette vigilance constante? N'avez-vous jamais du mal à rester vigilant? Je suis en général présent dans le maintenant. L'intensité varie suivant la situation. Si je suis juste assis seul chez moi, il y a juste un arrière-plan de silence et il peut y avoir l'émergence de pensées. Je peux faire ceci ou cela. Et si une situation plus défiante se produit, en fait, plus il y a de défis, plus la présence s'intensifie. C'est une chose étrange. J'ai réalisé cela la première fois, peu après que le changement intérieur se soit produit en moi. Je suis allé au cinéma et durant le film, un film japonais sur la fin du monde, alors que je regardais le film et toutes ces choses qui se terminaient dans les flammes, C'était dans le film? dans le film. Et soudainement, j'ai réalisé que je devenais de plus en plus apaisé et présent à l'intérieur, une intensité de vie à l'intérieur, comme si quelque chose disait en moi, la mort n'existe pas. C'est une interprétation. Réellement, pour la première fois, j'ai réalisé que quand les choses se passent mal à l'extérieur, le présent s'intensifie. Quand tout va bien, il y a juste un arrière-plan de présence et cela est merveilleux. Et quand une situation ou une personne se présente comme un défi dans votre vie, deux choses peuvent se produire par rapport à ça. Soit cela vous amène vers une vieille réaction conditionnée de l'ego, par exemple, une personne en colère provoque une réaction de colère chez vous, c'est-à-dire que l'autre personne ou la situation vous tire vers leur niveau de conscience ou d'inconscience. C'est une possibilité. L'autre possibilité est que le défi vous éveille encore plus. Ainsi, vous devenez plus intensément présent quand il y a une situation a priori dérangeante. Regardez par exemple une petite situation qui pour certaines personnes peut être réellement provocante. Vous êtes dans les embouteillages, coincés, vous devez aller quelque part, mais ça n'avance pas beaucoup. Beaucoup de gens iraient dans la négativité à ce moment-là. Ils se stressent, ils deviennent mécontents, le corps devient tendu. Alors dans cette situation, vous réagissez selon un vieux schéma. Et peut-être que quelques minutes plus tôt, vous étiez chez vous, présent et dans une immobilité intérieure. Vous vous sentiez bien et regardiez les arbres et les fleurs, et ensuite, une fois dans la voiture, et dès l'apparition d'un premier défi, cela peut vous ramener dans la conscience. Mais il y a une autre possibilité. Vous pouvez être dans la vigilance et voir la situation comme le premier challenge de la journée. Alors vous vous dites, ok, oui, je peux soit aller dans la réaction, soit aller vers plus de présence. Et soudainement, vous vous retrouvez
trouvez dans la même situation. Rien ne bouge. De la fumée partout, des voitures, et soudainement, vous devenez complètement présent dans cette situation. Il y a un exercice, Chérine, que nous proposons dans le cahier pour ce chapitre, où nous parlons du fait qu'il y a la transparence. Pouvez-vous décrire cela, le fait de devenir transparent? Oui, quand vous réagissez contre une situation, peu importe laquelle, quelque chose d'irritant, quelqu'un qui crie, un enfant qui crie, un bruit irritant, immédiatement quand ça se produit, c'est presque comme si vous étiez un mur qui est frappé par les irritations à l'intérieur de vous. Et ça fait mal, car quelque chose en vous est touché. Maintenant, en tant que pratique, ce que vous pouvez faire, c'est d'imaginer que vous êtes transparent et que la chose irritante vous traverse, de telle façon qu'avant que ce mur soit touché en vous et que ça soit douloureux, cela a été la résistance que cela ne devrait pas se passer, et c'est douloureux. Maintenant, imaginez que vous êtes transparent et que la chose irritante vous traverse. Vous pouvez le faire, je veux dire, par exemple, un des bruits les plus irritants, c'est peut-être celui d'un marteau-piqueur. Il travaille dans la rue. Et donc, pratiquez avec ça. Devenez transparent à cela. Ressentez le bruit qui vous traverse. C'est merveilleux. Et soudainement, dans cette même situation qui auparavant aurait provoqué en vous une réaction négative, vous devenez en fait plus présent et plus apaisé. Donc la même chose qui vous aurait fait réagir vous rend maintenant plus présent. Vous rend plus présent. Vous parlez aussi du lac profond, l'effet du lac profond. Décririez-vous cela? Oui, si vous imaginez un grand lac, la surface du lac change tout le temps, en fonction du temps, en fonction du vent. Parfois il est agité, parfois il est très immobile, mais même quand il est agité, si vous imaginez que vous êtes le lac et tout ce qui arrive dans votre vie, les situations extérieures changent constamment. Parfois c'est agité, parfois c'est bien, c'est très calme, mais peu importe si c'est agité à la surface, en profondeur, le lac reste non perturbé et vous êtes le plan d'eau, le lac dans sa profondeur aussi. Votre vie extérieure est la surface des choses, la réalité de surface. Votre ego. L'ego, pour le monde de la forme, est inclus dans la réalité de surface, il y a même toutes vos pensées. Car ce dont nous parlons est que la profondeur intérieure est plus profonde que vos pensées, vos émotions. Et votre présence est le fond du lac. C'est le lac dans son entier. Oui, et c'est merveilleux quand vous commencez à réaliser que votre état intérieur n'est plus dépendant ou déterminé par ce qui se passe à la surface. Ok, compris, j'ai compris. Et c'est une liberté incroyable, c'est la vraie liberté. Vous pouvez arriver dans cet endroit même si vous êtes dans la cellule d'une prison. Et j'ai eu des lettres de prisonniers, des gens qui m'ont écrit pour me dire « Nous sommes libres, je suis libre, j'ai trouvé cet endroit où l'état intérieur n'est plus dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. » Bien sûr, le prisonnier préférerait encore être dehors, à ce niveau, ok. C'est ça. Mais profondément, il y a libération des conditions extérieures. Parce que vous êtes connecté à l'être en vous-même, la conscience de vous-même. Et vous pouvez utiliser le mot être, vous pouvez utiliser le mot conscience. Beaucoup de gens utilisent le mot âme ou être intérieur. Le grand soi, le mot n'a pas d'importance. Merci Chérine et vous tous abordeurs. Merci beaucoup. Merci. Donc allons dans ce chapitre. Vous dites, chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui entre en jeu. Maintenant, je sais que c'est vrai. Quand vous voyez la personne la plus idiote, vous savez, les gens qui agissent avec un tel sens de supériorité et d'arrogance, je sais que c'est parce qu'ils se sentent vraiment inférieurs. Mais néanmoins, c'est quand même difficile d'avoir affaire à eux. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous dites que souvent, les gens timides agissent aussi via leur ego. Et vous dites, chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui
entre en jeu. Pourquoi est-ce comme ça? Bien, quand vous êtes timide, ce que vous craignez, c'est d'être vu en train de manquer de... La peur est que l'attention prenne la forme d'une désapprobation ou d'une critique. Oui, vous avez peur de ça. Donc, comme vous avez peur de ça, une quelconque désapprobation critique représente une blessure à votre sens de soi mentalement créé, qui est l'ego. Donc, l'image que j'ai de moi-même en tant que personne très capable, ou quoi que ce soit d'autre que j'essaie de maintenir, si je rencontre la critique, l'ego sera immédiatement blessé. Et ainsi, une personne timide n'oserait pas dire quelque chose car elle a peur de la perte de l'ego. Peur de la perte de l'ego. Compris. Et donc parfois cela est confondu avec une personne sans ego. Mais ce n'est pas ça. Non. Et profondément à l'intérieur de la personne timide, de cette personne souffrant de sentiments d'infériorité, il y a le désir non exprimé d'être supérieur. Et à l'intérieur de la personne qui paraît supérieure, qui semble avoir un gros ego sûr de lui, il y a toujours la peur cachée qu'elle pourrait être inférieure. Et tout son jeu à l'extérieur est là pour compenser cette peur cachée d'être inférieure. Ok, derrière toute notion positive de soi se cache la peur de ne pas être assez bien. Derrière toute notion négative de soi se cache le désir d'être meilleur que les autres ou le meilleur. Et où se positionne l'estime de soi dans tout ça? Qu'est-ce que l'estime de soi réelle? À quoi ressemblerait la vraie estime de soi? Eh bien, premièrement, il y a l'estime de soi de l'ego, qui est vraiment, même si vous avez une estime de soi de l'ego, comme nous venons juste de le voir, il y a toujours une peur cachée sous-jacente. C'est toujours là pour compenser la peur que vous ressentez de ne pas être assez bien ou d'échouer. Donc, vous devez jouer le rôle d'être grand pour compenser la peur de l'échec qui est profondément à l'intérieur. Et habituellement, le monde dirait, elle a une haute estime de soi, les gens qui ont des gros égos. Mais le monde ne réalise pas que ce n'est pas la vraie estime de soi. La vraie estime de soi va plus profondément. Elle trouve sa source de pouvoir et de vie profondément à l'intérieur. Nous avons parlé du lac, réalisant que dans les profondeurs de votre être, il y a une source continue d'intense vie et de pouvoir, qui est l'immobilité d'où émerge toute chose. Le potentiel non exprimé de toute forme est là, en chaque être humain. Vous devez devenir immobile. Donc, la vraie estime de soi, c'est de réaliser que ce sentiment d'être, que la présence est là. Ça émerge de l'immobilité. Ça émerge de l'immobilité et la présence en moi est la même que la présence chez les autres. Et quand vous reconnaissez cela et agissez à partir de cet espace en vous, vous avez la vraie estime de soi. C'est la vraie estime de soi, et l'estime de soi n'est plus dérivée de la croyance que vous êtes mieux que quelqu'un d'autre. Et ainsi, vous n'êtes pas attaché aux étiquettes et aux rôles que vous jouez, et vous parlez des nombreux rôles variés que chacun joue. Oui, et alors, vous n'êtes plus anéanti par la critique, ni n'êtes plus très en colère quand vous êtes critiqué comme l'ego pouvait l'être. L'ego est soit complètement anéanti, ou alors très en colère quand il est critiqué, cette image de soi. Mais vous savez qu'il y a un rôle que la plupart des femmes dans notre société et dans toute société jouent, c'est le rôle de mère, qui est très, je veux dire, qui est plus que juste un rôle, c'est réel. Oui, c'est pas juste un nous rôle. devons faire la différence avec la fonction que vous devez accomplir dans ce monde pendant un certain temps. Ainsi, si vous avez un enfant, votre fonction est d'être mère et d'accomplir la fonction de mère, qui bien sûr est de s'occuper de l'enfant, parfois de mettre des limites de ce que l'enfant est autorisé à faire, etc. Tout ça est OK. Maintenant, si vous devenez trop identifié avec votre fonction, alors la fonction devient un rôle. Et alors, vous ne pouvez laisser tomber le rôle, et celui-ci reste collé à vous. Et même quand l'enfant grandit et devient un adolescent, vous continuez de vous comporter comme s'il était petit.
et vous continuez d'essayer de le contrôler, de le protéger quand ce n'est plus approprié. J'ai compris. Car vous êtes alors collé avec un rôle. Donc parfois, quand les enfants deviennent adultes, ils sont encore traités comme des enfants par leurs parents. Des parents qui se sont maintenus dans leur rôle de parents. Car ils ne peuvent laisser tomber leur rôle. Et ils croient inconsciemment qu'ils doivent continuer à les protéger et ultimement contrôler ce que l'enfant fait. Oui, car vous ne vous occupez pas de vos enfants de la même façon à chaque âge. Absolument. Et donc, ils ont perdu de vue la fonction qu'elles avaient en tant que mères pour être guides et diriger, et corriger, et aider, et protéger. Oui. Et elles veulent transporter ça dans le futur, car elles sont attachées à leur rôle. Et ce n'est pas seulement quand les enfants grandissent, mais même quand les enfants sont encore petits. Si vous êtes complètement identifié avec ce rôle de mère, alors aussi vous devenez obsessionnel. Ainsi, vous pouvez contrôler trop, surprotéger. Certaines fonctions deviennent trop accentuées. Vous allez trop loin dans l'accomplissement de ces fonctions. Donc, ce qui était bien initialement dans le fait de s'occuper de l'enfant, de le protéger, peut devenir trop. Ok. J'ai compris. Ce soir, l'actrice Jenny McCarthy nous a rejoint. Oui, via Skype. Hello Jenny. Hello. Comment allez-vous? Vous savez que quand je lisais ce livre, Jenny, quand je lisais mon livre, c'est ici, mon livre est à moitié décomposé maintenant, mais quand je lisais ce livre en page 104, quand vous écoutez, regardez, touchez ou aidez votre enfant, soyez vigilant, calme et totalement présent et ne désirez pas autre chose que le moment tel qu'il est. De cette façon, vous faites place à l'être. À ce moment, si vous êtes présent, vous n'êtes ni un père ni une mère, vous êtes la vigilance, la quiétude, vous êtes l'être derrière le faire. J'ai écrit Jenny McCarthy, car cela me rappelait tellement ce que vous disiez à propos de votre fonction en tant que mère. Oui, absolument. Vous savez, j'ai lu ce livre quand il est sorti au début, et cela a été une grande révélation pour moi, en réalisant que quand j'étais avec Evan, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être juste avec lui. Et notre relation a fleuri à un point que vous ne pouvez imaginer. La connexion d'amour était là. Il s'épanouissait car il savait, mais quand il n'était pas capable de parler, c'est quand Evan ne pouvait pas encore utiliser ses mots. Énergétiquement, il sentait que j'étais avec lui, et je suis reconnaissant, Eckhart, que vous m'ayez appris ça. Donc, aviez-vous une question? J'ai une question, ok, c'est long, donc soutenez-moi. Une émotion très commune que j'ai personnellement expérimentée et que j'ai vue chez beaucoup de mères est cette émotion appelée culpabilité. Les mères aujourd'hui expérimentent quelques différentes formes de culpabilité. Je vais parler de 3 versions différentes de culpabilité dans lesquelles je suis sûre que parmi les mères qui écoutent maintenant, l'une d'entre elles dira celle-là, c'est la mienne. La première est celle de la mère qui travaille de 9h à 17h et qui se sent coupable de laisser le bébé avec la nourrice toute la journée. La seconde est celle qui reste à la maison et qui culpabilise parce qu'elle s'ennuie à jouer avec son fils ou sa fille toute la journée. Et parfois, vous pouvez jouer à faire tchou-tchou un certain temps et ensuite vous n'y arrivez plus et vous vous sentez coupable de ne plus vouloir le faire. Et la dernière est celle à laquelle je peux vraiment me reconnaître. Les milliers de mères que j'ai rencontrées qui ont des enfants autistes ont une énorme quantité de culpabilité. C'est difficile pour moi d'en sortir, désolée. Prenez votre temps. Je n'ai jamais pleuré encore durant une interview, donc je suis désolée, mais une quantité énorme de culpabilité qui est en rapport avec le fait que c'est d'une certaine façon leur faute, notre faute, pour laquelle notre enfant est devenu autiste. Ma question est, pouvez-vous offrir quelques aperçus de comment nous pouvons regarder les choses différemment, avec une perspective différente, et comment soulager de cette culpabilité que nous portons en tant que mère? 3 raisons de se sentir coupable, dont la dernière est en raison de l'autisme de votre enfant ou quoi que ce soit qu'il puisse avoir et dont vous êtes d'une certaine façon responsable. Merci Jenny, c'était si bien dit. Merci. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai lu votre livre alors qu'il était encore sous forme manuscrite, vous me l'aviez donné, et j'ai été très impressionné par ce que vous avez fait avec votre enfant. Le courage que vous avez eu là où d'autres auraient succombé et seraient tombés dans la négativité.
l'agressivité et l'auto-apitoiement. Vous avez été capable de tout inverser et d'en faire quelque chose de très positif. En même temps, aider les autres, pas seulement votre enfant, mais également beaucoup d'autres gens. Maintenant, bien sûr, c'est la structure. Après tout ce travail merveilleux que vous avez fait avec votre fils, c'est étonnant, n'est-ce pas, qu'il y ait certaines structures dans l'esprit humain qui opèrent malgré tout ce que vous faites de bien. Elles véhiculent, les structures continuent de véhiculer, de jouer leur jeu. Elles font partie de ce que j'appelle non le contenu, mais la structure de l'ego. Personne n'aurait pu faire un meilleur job que vous avec votre garçon. En plus, vous aidez beaucoup d'autres en écrivant ce livre. Et néanmoins, vous vous sentez, enfin, ce n'est pas que vous sentez la culpabilité, il y a une certaine structure dans le processus de pensée qui produit ce sentiment de culpabilité. Et les deux autres exemples que vous avez donnés, la mère qui travaille de 9h à 17h, l'enfant avec la nourrice et la mère se sent coupable et qui ne peut accepter que cela soit ainsi, et l'autre mère à la maison qui joue avec l'enfant. Et qui se sent coupable de ne pas faire plus dans le monde, peu importe ce que c'est. Si vous ne reconnaissez pas la structure dans votre esprit pour ce qu'elle est, alors vous croirez toujours que la réponse pour résoudre cette question se trouve dans le royaume du contenu. En d'autres mots, le contenu est la situation. Donc si je change la situation, peut-être que je ne me sentirai plus coupable. Si vous pensez que ce soi-disant problème n'est pas un problème réel, c'est un problème créé par l'esprit. Si vous croyez que ce problème peut être résolu à un niveau extérieur en changeant quelque chose que vous faites, il ne sera pas résolu, car peu importe la direction dans laquelle vous allez, la culpabilité reviendra, car dans ce monde, vous êtes limité, vous ne pouvez pas tout faire, vous pouvez faire soit ça, vous ne pouvez être à la fois à la maison et au travail en même temps. Donc l'esprit, peu importe la situation dans laquelle vous allez aller, sortira les mêmes structures. Et à moins d'être très vigilant et que vous reconnaissiez que ce sont les structures de l'esprit, de l'ego, qu'elles n'ont rien à voir avec le contenu, vous réalisez alors qu'une des activités de l'ego est de blâmer les autres. Notre activité de l'ego est de vous faire ressentir de la culpabilité. Mais ces deux choses renforcent votre impression d'identité. Ce sont des impressions d'identité négatives et l'ego aime avoir une forte impression d'identité. Et l'absence d'impression d'identité est plus fort qu'une impression négative, où vous vous condamnez vous-même pour quelque chose. Et vous pouvez le voir objectivement en parlant. Ça n'a pas de sens de se sentir coupable dans votre cas. Oui, car vous devez travailler de 9h à 17h pour faire vivre votre enfant et fournir un foyer sûr pour votre enfant avec de la nourriture sur la table. Vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et votre esprit fonctionne à partir de son vieux conditionnement. Donc, vous reconnaissez quand ces vieilles pensées viennent. Voyez qu'elles ne sont pas de vraies pensées valides qui concernent en fait une vraie situation. Elles sont des pensées générées par l'ego. Et si vous pouvez les reconnaître en tant que pensées générées par l'ego, structurelles et non basées sur le contenu, alors, au moment où vous les reconnaissez, elles commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Elles vont essayer d'entrer. Ce n'est pas que vous ne pouvez le faire juste une fois. Elles essaieront d'entrer le jour suivant. Car vous, Jenny, vous avez écrit ce livre. Évidemment, j'ai lu ce livre aussi, car vous êtes venu et avez partagé le livre, vous savez, avec le public. Et vous refusiez de prendre un nom pour une réponse. Vous vous êtes battu pour Evan, vous avez fait du mieux que vous avez pu, et quand vous ne saviez pas, vous cherchiez d'autres réponses pour trouver la meilleure solution. Donc il y a une partie de vous qui est vraiment vous, n'est-ce pas, Eckhart? Qui sait cela? Vrai, c'est vrai, Jenny? C'est vrai, absolument. Oui, et cette petite conversation folle dans votre tête est juste cela, une petite conversation folle dans votre tête. C'est une bonne expression. C'est une petite conversation folle dans votre tête. C'est vraiment, je viens juste d'avoir un immense moment d'éveil en moi quand il a dit ça, donc je le reçois bien, absolument. C'est wow.
C'est wow. Merci Jenny. C'est wow. Merci beaucoup à vous deux. Dites bonjour à mon pote Jim. Ok, il vous embrasse. Il m'a envoyé des fleurs la semaine dernière après l'émission. Il a dit je sais. Je lui ai demandé. Oh, vous lui avez demandé. Ok, son mot disait de la part de ton pote. Ok, merci. Merci beaucoup. Dion appelle maintenant de Port d'Espagne à Trinidad. Dion, quelle est votre question? Hello Oprah, hello Eckhart. C'est bien de vous parler. Merci de m'accueillir. Ma question est, bien que je sois maintenant plus consciente de certains mécanismes, c'est encore vraiment facile parfois de reglisser dans les anciens schémas et je suis à une étape où je reconnais après coup que je jouais un rôle. Mais je souhaiterais savoir comment faire pour le reconnaître juste avant que ça se produise, particulièrement dans ces moments inattendus. Par rapport au fait de jouer un rôle, vous dites oui. Car parfois, je suis consciente d'un rôle, mais je suis consciente seulement après coup, après y avoir reglissé dans un des rôles que je reconnais. J'essaie juste de comprendre comment je peux rester dans le moment présent et reconnaître les rôles avant qu'ils se produisent de façon à ne pas retomber dans le même... Oui, c'est une chose très commune qui se produit chez les gens qui grandissent en conscience. Au début, la conscience n'atteint pas beaucoup de leurs schémas comportementaux conditionnés. La conscience au début, et cela s'applique à beaucoup de monde, je l'ai entendu si souvent, chez les gens chez qui la conscience commence à grandir, cette dimension que nous appelons présence ou conscience. Au début, la conscience ne s'écoule pas nécessairement dans toutes les parties de leur vie. Il y a certains schémas comportementaux qui restent les mêmes, mais la conscience arrive après coup. Donc, dans ce cas, dans une interaction que vous avez avec d'autres personnes, vous jouez un certain rôle conditionné sans le savoir, et donc vous êtes dans un rôle. Quand c'est terminé et que vous vous éloignez de la situation, soudainement vous réalisez « Oh, dis donc, je l'ai encore fait, j'ai encore joué ce rôle ». Peu importe quel rôle, et c'est de cette façon qu'entre au début la conscience. Dans beaucoup de cas, après l'événement, et rétrospectivement, la présence ou la conscience reconnaît le vieux schéma après qu'il se soit produit. Et ce qui tend à se produire ensuite, et je crois que c'est ce qui va se passer pour vous, car je l'ai vu chez tellement de gens, l'intervalle de temps entre l'événement et la conscience diminue. Donc, ce qu'il se passe, c'est que le vieux schéma continue d'opérer, vous jouez le rôle, et immédiatement après, vous réalisez « Oh, je l'ai encore joué ». Mais il n'y avait virtuellement plus d'espace de temps, vous le réalisez immédiatement après. Cela veut dire donc que vous vous éveillez, c'est ça? Vous vous approchez de plus en plus, ainsi l'intervalle de temps est de plus en plus court. L'étape suivante, la chose suivante qui se produit, c'est vous vous en rendez compte pendant que vous jouez le rôle. Soudainement, oh, je joue ce rôle encore. Donc, la conscience est venue et vous continuez de le faire, mais vous savez que vous le faites. C'est une énorme différence. Donc, vous n'êtes pas juste en train de jouer le rôle. Il y a une autre dimension qui vient au moment où vous jouez le rôle, ou durant n'importe où elle habitait, et alors une des personnes à la table lui a dit « Ça ne nous intéresse pas de savoir qui vous êtes, nous voulons savoir ce que vous faites. » Et ce que j'ai réalisé, c'est que les gens veulent savoir cela, car ainsi ils peuvent déterminer votre soi-disant valeur, et voir si vous êtes de telle ou telle valeur. Et si c'est nécessaire pour eux de jouer un rôle avec vous. Oui, et nuire à l'ego, ou voir si vous pourriez être une menace pour leur ego, voir s'ils peuvent vous utiliser, ou si c'est nécessaire d'avoir peur de vous, s'ils veulent vous revoir plus tard. Voir si vous cadrez avec leur monde. Et c'est toutes ces choses, beaucoup de jugements traversent l'esprit des gens souvent quand ils rencontrent quelqu'un, et ils sont automatiques. Vous observez cela. C'est ce que les gens veulent dire par « que faites-vous vraiment ?» N'est-ce pas, la plupart du temps, quand ils disent « que faites-vous ?» ils veulent savoir dans quelle mesure ce sera valable pour eux d'approfondir. Oui, maintenant, quand vous ne jouez pas plus de rôle, vous n'avez pas à devenir étrange, et quand vous allez à des soirées, quelqu'un vous demande ce que vous faites, et vous dites « Je suis. » Oui. Je suis ce que je suis. C'est tout ce que je suis. Oui. C'est la vérité de base, mais vous n'avez pas besoin de le dire quand vous allez à une soirée.
Vous pouvez en fait parler assez normalement sans être identifié avec ce que vous dites. Si les gens me demandent... C'est l'essence de ce que vous essayez de nous dire dans ce chapitre. C'est que bien sûr, il y a des rôles auxquels nous sommes assignés ou des étiquettes que nous devons utiliser pour nous identifier. Ce que vous dites, c'est que le problème est là quand vous devenez complètement identifié et que vous pensez que c'est ce que vous êtes. Oui, et vous vous comportez et agissez comme si c'était ce que vous êtes et êtes ainsi piégé à l'intérieur de cette personnalité conditionnée. Et tout ce que vous faites alors, c'est la personnalité qui joue son rôle. Vous mentionnez dans le livre où vous jouez le rôle d'un patient et si vous allez chez un docteur qui joue le rôle d'un docteur, souvent il ne vous voit pas, il ne voit pas la personne. Car il joue un rôle. Oui, il est devenu si identifié avec sa fonction que sa fonction l'a remplacé, il est devenu un rôle. Et beaucoup de patients peuvent sentir cela quand ils vont chez un docteur et voir s'il y a encore un être humain là ou si le docteur est devenu un rôle. Absolument. Et donc quand le docteur est devenu un rôle, quand vous allez chez ce docteur, vous ne vous sentez plus reconnu dans votre être. Vous sentez, il peut être un docteur très compétent, mais quelque chose de vital manque dans l'interaction avec le docteur. Il peut être le plus grand des experts dans son domaine, ça n'empêche pas que quelque chose de très vital manque. Et vous vous sentez complètement, ça s'est produit pour moi récemment, vous vous sentez exclu, déconnecté, et vous sentez qu'il essaye simplement de me faire sortir de là pour prendre la personne suivante. Mais si vous faites ça à vous, vous pouvez imaginer ce qu'il fait à une personne normale. Car habituellement, les gens me traitent en effet plutôt bien. Bon, Dimitri nous appelle de Moscou. Hello. 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 Hello, Oprah. Hello, Eckhart. Et quelle heure est-il là-bas? Je suis toujours curieuse. Il est environ 5 heures du matin. Du matin. Vous vous levez tôt. Oui. Bien, merci de nous rejoindre. Vous avez une question? Je voudrais d'abord vous remercier beaucoup tous les deux pour votre travail. C'est un événement sans précédent de répandre ainsi la conscience autour du monde. Donc merci beaucoup Eckhart, merci beaucoup Oprah pour être là. Merci. Merci à vous. Ma question est... Maintenant, je fais quelques mouvements, des exercices très asiatiques, et ils m'amènent à l'immobilité. Donc, je ressens l'immobilité, le silence quand je fais ces mouvements. Et je perds cet état quand je vais à mon travail. Je fais aussi quelques pauses respirant avant de commencer mon travail. Mais quand je suis provoqué, je repars dans les jeux de pouvoir, notamment quand je suis critiqué. Pouvez-vous me recommander quelque chose pour ça? Merci. Okay. Bien. J'aime bien la façon dont Dimitri respire. Oui. C'était bien. On l'appelle la respiration panoramique, quand on inspire tout l'environnement. Donc, que recommandez-vous? Bien, vous êtes capable d'accéder à cette dimension de présence quand vous n'êtes pas dérangé par des situations extérieures, quand vous n'êtes pas mis au défi. L'ego est inactif. Et quand vous allez vers des situations de travailleurs ordinaires, etc., vous commencez à être en relation avec d'autres et immédiatement l'ego, avec son vieux conditionnement, revient et prend votre place. Et vous vous perdez dans les rôles que vous jouez, etc. Donc, comme nous venons de le voir en répondant à la question à propos du fait de devenir conscient de jouer un rôle après coup, après l'événement, en êtes-vous conscient plutôt à la fin de la journée ou en êtes-vous conscient après quelques minutes à chaque fois que ça se produit au travail? À quel moment entre la conscience?
Ça dépend. Si la situation est mineure, j'en suis conscient, je pense 5 minutes après, ou parfois pendant que ça se passe. Mais quand je suis profondément provoqué, ou quand par exemple je suis profondément critiqué par mon patron, je peux rester dans le rôle pendant une semaine. Et seulement durant le week-end, quand je fais les exercices, que je change la position tendue du corps, je me relaxe. Je peux arriver à me soigner. Oui. Une autre chose très utile que vous pouvez faire, c'est de ne pas confiner vos pratiques de présence au seul moment où vous êtes chez vous, mais également pour de très brefs instants durant votre vie quotidienne. Par exemple, au travail, vous voulez dire. Au travail ou ailleurs, vous pouvez être assis en face d'un ordinateur, parler au téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Je vous donne un ou deux exemples. Le téléphone sonne. Il veut être décroché. Laissez-le sonner 2 fois de plus que nécessaire avant de répondre. Quand il sonne, normalement, vous décrocheriez. Laissez-le sonner 2 fois et soyez présent quand il sonne. Autorisez-le à sonner, mais soyez là en votre présence. Utilisez-le comme un signal vous disant « Sois présent maintenant ». C'est une façon d'amener un peu de présence dans une situation ordinaire de travail. Où vous êtes à votre ordinateur, mettez une fleur près de votre ordinateur. Et occasionnellement, quittez l'écran des yeux. Ça ne prend pas trop de temps, juste 20 secondes. C'est bien, 30 secondes. Regardez la fleur et ressentez la vie, sa vie en vous. Ça vous aide. N'importe quoi de naturel peut vous ramener vers la présence bien plus facilement que les choses faites par l'homme. Quand vous êtes à votre travail, trouvez un moment, détournez-vous de votre bureau et ressentez ce qui est vivant. Faites votre respiration, pas tout l'exercice, juste pour quelques secondes. Une inspiration et une expiration consciente sont une méditation. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre méditation chez vous. Amenez la méditation dans les espaces de votre vie quotidienne autant de fois que possible. Sinon, le mental prend un tel élan, l'ego vous emporte avec lui et vous vous perdez en lui. Utilisez les petits espaces. Dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne. En addition à votre respiration panoramique, Dimitri. C'est super. Et alors, vous réaliserez qu'au milieu des situations, la conscience a plus de chances d'être là. Et avec ce que vous avez peut-être entendu, ce que je disais pour la question précédente en rapport avec le fait de devenir conscient après être retombé dans un vieux comportement conditionné, vous allez expérimenter la même chose, notamment si vous apportez des petits espaces de conscience dans votre vie quotidienne. Et vous allez voir que graduellement la présence deviendra suffisamment forte, même quand votre patron vous parle et vous critique. Même s'il se trouve sur le 3e anneau périphérique. Donc, c'est un processus graduel où la présence entre dans chaque aspect de votre vie. Elle imprègne chaque... Car c'est ce qui est nécessaire. Même si vous êtes le plus grand des méditants, vous pourriez atteindre des états sublimes 2 fois par jour. Quand vous méditez chez vous, cela ne vous aiderait pas si la présence n'imprègne pas chaque aspect de votre vie. Car autrement, vous seriez comme le père qui faisait sa méditation. Dans le bouddhisme, ils ont la méditation de Metta Bhavana, qui est de méditer sur la bienveillance. Vous êtes assis et vous dites « J'aime toutes les personnes dans cette maison, j'aime toutes les personnes dans cette ville, j'aime tout le monde. » Que toutes les personnes dans cette maison soient en paix, que toutes les personnes dans cette ville soient en paix, que toutes les personnes dans ce pays soient en paix. Et alors la fille arrive et dit « Papa !» Et le père répond « Laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que je fais la méditation sur la bienveillance. » Merci Dimitri. Ça nous ramène à ce que vous disiez plus tôt, ce que vous disiez en page 79. C'est dans le chapitre de la semaine dernière intitulé Au cœur de l'ego. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le je suis en arrière de ma vie en tout temps?
C'est ce que vous lui disiez. Ou pour être plus précis, est-ce que je peux sentir le je suis que je suis en ce moment? Est-ce que je peux sentir mon identité essentielle comme étant la conscience elle-même, même quand mon patron me hurle dessus? Même à ce moment-là, oui. Et alors, peut-être précisément dans ces moments de grands défis, il y a une plus grande intensité de présence. Car ces moments deviendraient alors ces moments les plus sacrés, n'est-ce pas? C'est alors qu'au lieu de vous tirer vers des réactions inconscientes, vos plus grands défis deviennent des moyens d'intensifier votre présence. Et c'est ainsi que ça marche. C'est le miracle. Et c'est de cette façon que la beauté de cela fonctionne. Merci encore de nous skyper de Moscou. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et Karl, je voudrais vous dire que je suis très familier avec votre voix, car j'ai quelques enregistrements de vos conférences. Donc je suis déjà imprégné de votre voix. Je vous remercie beaucoup d'être dans la présence sur cette planète. Merci. Merci, j'aime beaucoup aussi tous vos livres en arrière-plan, Dimitri. C'est superbe. Bon, je voudrais voir quelques questions reçues par email. Il y a une de Grace de Pleasanton en Californie qui dit « Depuis que je suis propriétaire d'un chien, je me retrouve bien plus dans le présent. Ma question est pourquoi suis-je naturellement bien plus présente avec les animaux que parfois avec les humains ?» Oui, eh bien, l'animal ne provoque pas l'activité mentale, car le chien ne pense pas. Quand le chien vous regarde, il n'est pas en train de penser quel genre de personne vous êtes. Le chien ne vous juge pas. Le chien est à une étape de la conscience antérieure à l'arrivée de la pensée. Et cet état a certaines similarités avec l'état de présence, qui est l'état atteint quand on sort de la pensée. Dans les deux cas. Dans ce sens, les chiens ne sont-ils pas plus illuminés que nous? D'une certaine façon, les chiens sont plus connectés avec l'être que les humains normaux. Car c'est là qu'ils sont en permanence. Oui, et parfois je les appelle, particulièrement les chiens et les chats, car ce sont des animaux qui sont très importants dans la vie de millions de gens. Je les appelle les gardiens de l'être. Car pour beaucoup de gens, ils accomplissent cette fonction. Pour beaucoup de gens qui sont si perdus dans leurs esprits, tellement impliqués dans leur processus de pensée, les seuls moments où ils ne sont pas piégés dedans, c'est quand ils sont en relation avec leurs animaux. Ok. Je dois aller à cette citation. Vous dites que le rôle du parent ne devrait pas être d'épargner les enfants de toute souffrance. Pourquoi pas? Car, tout d'abord, vous ne pouvez pas. Ce serait futile même de tenter de le faire. Bien sûr, vous protégez l'enfant autant que vous pouvez, mais chaque être humain doit passer à travers une certaine quantité de souffrance. Vous ne pouvez venir sur cette planète et éviter la souffrance. Car c'est cela, être un être humain. C'est qu'il y a une certaine dissonance. Et c'est comme ça que nous grandissons. S'il y avait un être humain qui avait pu éviter toute souffrance, cet être humain serait totalement superficiel et totalement identifié avec la forme extérieure des choses, car c'est la souffrance qui vous amène vers plus de profondeur. Elle vous amène vers l'intérieur, où vous devez trouver... Par souffrance, vous voulez dire ne pas avoir ce qu'on veut. Eh bien, c'est vrai, c'est une forme de souffrance. Il y a différentes formes de souffrance. Beaucoup de formes de souffrance sont bien sûr générées par l'ego lui-même. En fin de compte, elles sont des formes de souffrance qui ne sont pas nécessaires. Mais elles sont nécessaires aussi longtemps que vous êtes inconscient. Et un autre mot pour souffrance serait défi ou difficulté, n'est-ce pas? Oui. Les défis sont... Vous ne pouvez pas être un être humain sans être mis au défi. Non, vous manqueriez tout le propos même d'être ici. Donc, vous devez voir que même vos enfants n'échapperont pas à leur volonté. Tôt ou tard, et en général assez tôt, ils rencontreront leur forme de souffrance, peu importe laquelle. Vous les protégez autant que vous le pouvez, mais vous verrez que certaines choses sont inévitables. Ils peuvent faire des choses, avoir un comportement inconscient, ils peuvent générer leur propre souffrance, auto-générée, ou ça peut leur venir de l'extérieur, peu importe, cela arrivera. Et donc, au lieu d'aller dans les angoisses
intense, voyez que c'est la souffrance humaine. Et chaque être humain, vous avez dû traverser vos formes de souffrance. Dans mon cas, par exemple, mes parents avaient des corps de souffrance très lourds. Il y avait constamment des conflits à la maison. Et cela était ma souffrance, constamment. Le corps de souffrance, c'est la semaine prochaine. Nous parlerons de cela. Non, finissez votre phrase, je veux juste dire. Donc, bien sûr, cela ne s'applique pas seulement aux enfants, cela s'applique aux autres personnes qui peuvent être proches de vous, traversant leurs propres souffrances. Vous faites ce que vous pouvez pour les aider. Tout ce que vous pouvez, la chose importante est de ne pas vous angoisser vous-même, car en allant dans l'inquiétude et dans l'angoisse vous-même, vous ne les aidez pas du tout. Car peu importe l'état dans lequel vous êtes, c'est celui-là qui se transmet aux autres. Comment le fait de jouer un rôle au travail nous empêche d'être puissants? Bien, si vous jouez un rôle à votre travail, vous avez toujours un motif secondaire dans ce que vous faites, car l'ego est au travail. Vous n'êtes pas totalement focalisé sur la tâche à accomplir, car il y a là une sorte d'intérêt personnel. Vous voulez vous protéger, vous voulez vous voir attribuer le mérite pour vous-même, vous voulez peut-être éliminer d'autres gens autour de vous, ou peut-être utiliser d'autres personnes pour vos propres buts. Souvent, cela arrive quand ils sont promus superviseurs. Vous savez, ils étaient très bons à la place qu'ils avaient et sont alors promus en tant que superviseurs et ils ont un peu plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus à leur travail juste pour eux-mêmes, mais ils sont maintenant au-dessus d'autres personnes et ça leur monte un peu la tête et avant que vous vous en rendez compte... C'est absolument vrai et c'est l'ego. Si vous êtes en position d'avoir un peu de pouvoir, alors l'ego est en quelque sorte là avec son potentiel. C'est latent aussi loin que votre situation de travail est concernée. Vous avez une situation similaire dans certains pays du tiers-monde où vous avez souvent une révolution qui renverse le gouvernement et les gens qui ont démarré cette révolution avaient les meilleures intentions. Ils veulent en finir avec la corruption, ils veulent le meilleur pour leur pays. Et quand ils arrivent au pouvoir, bien qu'ils avaient de bonnes intentions, l'ego latent en eux émerge et ils reproduisent le même dysfonctionnement qu'ils voulaient éliminer au départ. Cela arrive tout le temps. Ok, Shali habite Stockholm. Shali, nous étions déjà avec vous plus tôt aujourd'hui. Nous vous avions Skypé durant le Oprah Show. Bien, vous êtes là depuis un moment. J'ai entendu que vous aviez une question en rapport avec le fait d'élever votre fille de 3 ans. Allez-y. J'ai une question par rapport à ça. Je pense qu'une bonne partie de la réponse a été donnée simplement durant l'émission de ce soir, mais la question à son propos est comment restez-vous présent quand vous essayez de discipliner votre enfant et qu'elle commence à hurler et crier. Et elle n'a que 3 ans, donc je ne peux pas vraiment lui expliquer que c'est vraiment ton ego qui s'exprime. Et je ressens que c'est comme si elle apprenait ses rôles. Je devine que ma question est, vous savez, je veux l'élever en tant qu'être humain plus conscient. Je ne veux pas qu'elle s'éveille à 35 ans comme moi. Comment élever un enfant plus conscient? Et comment restez-vous plus conscient quand vous traitez un conflit? Car je ne veux pas mettre en place un schéma. Vous savez, quand elle a 16 ans et qu'elle veut emprunter la voiture, par exemple. Oui. Je suggérerais que tout d'abord, vous portiez plus d'attention à votre état intérieur, plutôt qu'à ce qui arrive à votre fille. Car je crois que vous expérimentez peut-être le fait que votre fille vous cause un sentiment d'inquiétude parfois. Oui, très juste, absolument. Vous croyez cela. Maintenant, il semble que ça soit cela, que votre fille, en se comportant d'une certaine manière, vous cause un sentiment d'inquiétude. Mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. Vous causez vous-même ce sentiment d'inquiétude. Quand votre fille refuse de manger, elle ne vous rend pas inquiète, seulement vous pouvez vous rendre inquiète. Donc, c'est vital de voir dans quel état de conscience vous êtes, dans quel état émotionnel quand vous êtes en relation avec votre fille. Car si vous êtes souvent dans un état d'inquiétude, vous entrez dans un cercle vicieux d'inquiétude que vous supposez avoir été créé par le comportement de votre fille, mais qui est en fin de compte causé par votre réaction au comportement de votre fille. Cette inquiétude, alors, l'affectera
Et c'est un champ d'énergie nerveux qui provoquera un nouveau, soi-disant mauvais comportement en elle. Car l'enfant absorbe. J'allais dire, un enfant de 3 ans absorbe cela et reçoit cette énergie bien plus que même votre langage. Ils prennent l'énergie que vous portez. Oui. Car c'est leur langage. Et donc, votre première réalisation, votre intérêt premier doit être, dans n'importe quelle situation avec votre enfant, ok, il y a une situation extérieure, c'est ce que l'enfant est en train de faire ou de ne pas faire alors qu'il devrait le faire, ou il hurle ou n'importe quoi d'autre, ne pas manger, ne pas vouloir aller au lit, tout ce que les enfants font, mais votre intérêt principal doit être, ok, quel est mon état intérieur maintenant? Est-ce que j'accepte ce moment, peu importe la forme qu'il prend? Ce que je suggère, c'est le petit mantra que je recommande, qui est de vous demander à vous-même si vous pouvez être là comme l'espace pour quoi que ce soit que votre fille fait. Puis-je être l'espace pour ça? C'est une chose générale que beaucoup de gens trouveront utile, peu importe la situation dans laquelle vous allez dans votre vie, au travail, à la maison, n'importe où. Le moment présent, suis-je capable d'accepter ce moment tel qu'il est? Ou suis-je en train de dire que ça devrait être différent, et tu devrais te comporter différemment? Mais elle ne se comporte pas différemment. Elle se comporte de la façon dont elle se comporte. Maintenant, vous devez accepter que maintenant elle est en train de crier, si c'est ce qu'elle est en train de faire. Cela est, puis-je être l'espace pour cela? Alors, vous la voyez hurler. Un autre qui est relié au petit exercice que nous avons eu plus tôt tout à l'heure, où vous vous sentiez devenir transparent vers une situation extérieure irritante, de telle façon de ne pas avoir une barrière réactive à l'intérieur de vous. C'est difficile à faire néanmoins quand votre enfant hurle, car votre instinct immédiat serait, je pense, d'empêcher l'enfant de crier, de résister au hurlement, d'essayer d'empêcher d'autres hurlements. Et donc de la résistance à cela, l'angoisse et l'inquiétude créent plus de hurlements. Car si vous pouviez être juste assez calme pour permettre à votre calme de calmer l'enfant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est votre pratique spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'autres pratiques spirituelles. Oui, pour les quelques prochaines années. C'est bien mieux que d'aller dans un monastère et de méditer toute la journée. C'est bien plus efficace de faire de cela votre pratique spirituelle. Et alors, vous allez voir que peu à peu, vous deviendrez plus paisible, acceptant plus le moment présent, être de plus en plus l'espace, et alors cela se transmettra de lui-même à l'enfant, et l'enfant absorbera ce qui émanera de vous, l'énergie de votre fréquence vibratoire. Et le changement se produira de cette façon, plutôt qu'en ressentant qu'il faille que je la change. Le changement se produit quand vous changez. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'empêcher de faire des choses qui sont dangereuses. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais il parle du fait d'ajuster votre façon d'être avec un E majuscule avec elle. Oui. E majuscule. Merci beaucoup, Shali. Merci beaucoup de faire ce séminaire sur le web. J'espère que vous continuerez. C'est une façon d'être présent pour n'importe quelle situation. Et ce que vous disiez, c'est que nous pouvons l'appliquer pas seulement aux enfants, mais à toute situation. Chaque situation, et c'est généralement le cas dans le cas de certaines personnes, ils ont une variété de petits défis. Mais il y a d'autres personnes qui ont une difficulté prédominante dans leur vie, que ce soit avec une autre personne, une situation de santé, ou une situation de travail, ou un problème financier. Ils font face à un immense défi dans leur vie. Et en général, on considérerait ce défi principal presque comme notre plus grand ennemi, le plus grand fardeau, ou comme diraient les chrétiens, c'est ma croix. À porter. Maintenant, cela peut être vu autrement, et vous pouvez faire de cette chose précisément, qui est vue comme votre... Vous pouvez en faire votre plus grande aide sur le chemin spirituel. Car c'est précisément là
croire que si vous pouvez amener de l'acceptation en cela et être l'espace pour cette situation que nous appelons habituellement mauvaise via l'esprit, mais allez, vous ne pouvez discuter cela. C'est la situation maintenant. Puis-je être l'espace pour cela? Et cette situation vous amène dans l'abandon et dans la présence. Vous savez, il y a tellement de gens, quand ils ont commencé à parler d'acheter ce livre sur le site web, j'ai vu beaucoup de messages de gens en disant « J'espère que vous savez, cela me montrera le but de ma vie. Je veux m'éveiller au but de ma vie. » Et pour beaucoup de gens, ils veulent quelque chose de génial. Ils veulent, vous savez, sauver les enfants qui souffrent de faim en Inde ou en Afrique. Ils veulent qu'il soit une grande description ou quelque chose comme ça. Mais ce que vous dites, c'est que si nous nous autorisons à être complètement présents avec la fonction que nous avons choisie dans la vie et les difficultés qui peuvent arriver, il y a quelque chose de sacré dans la difficulté si nous autorisons cette dernière à être. Oui, et être complètement présent avec la situation telle qu'elle est maintenant. Et ensuite, partir de là, car votre soi intérieur change quand vous êtes totalement présent avec la situation. Vous ne créez plus de résistance intérieure envers la vie. Même s'il y a cette chose que vous appelez le bonheur de fond, il y a quelque chose qui s'est passé ou doit se passer, ou quelqu'un a fait quelque chose. Oui, le malheur de fond. Le malheur de fond. Donc quelque chose est arrivé, c'est en page 114. Il faut que quelque chose se produise dans ma vie pour que je puisse trouver la paix intérieure. Quelque chose s'est passé autrefois qui n'aurait pas dû se passer. Quelque chose est en train de se passer maintenant qui ne devrait pas se passer. Comment faire la paix avec le mécontentement de fond dans nos vies? Oui. Vous reconnaissez le mécontentement de fond comme n'étant pas basé sur un contenu mais comme structurel. C'est une structure de l'esprit de l'ego pour créer cela. Nous avions la même chose quand Jenny a posé sa question. La chose était similaire. Le sentiment de culpabilité qu'elle avait faisait partie de la structure de fond de l'ego. Et peu importe la situation, si vous n'avez pas reconnu la structure de l'ego en vous comme un certain type de pensée, de forme pensée qui se répète d'elle-même, peu importe la situation dans laquelle vous allez, elles vont émerger sous une forme différente, mais à la base, la structure est la même. J'ai compris, j'ai compris. Donc le secret du bonheur, vous dites, et tellement de gens ont parlé de cela sur le web, le secret du bonheur, vous tous, en page 115, le secret de l'art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume en 5 mots, faire un avec la vie. Faire un avec la vie, c'est faire un avec le moment présent. À ce moment-là, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vivez votre vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le danseur et vous, la danse. Je dois vous dire, j'aime ce livre, mais je pensais que la vie était la danse et que j'étais la danseuse. Il y a beaucoup de gens sur le web qui disent la même chose. Pouvez-vous expliquer comment la vie est le danseur et que nous sommes la danse? Pourquoi ne sommes-nous pas le danseur? Vous n'êtes pas séparés de la vie. La vie est le danseur. La vie danse, la danse de la forme, on pourrait dire. Chaque être humain et tout ce qui existe fait partie de la danse de la vie, ce qui vous fait bouger, la conscience même qui anime votre être, qui anime chaque cellule de votre corps, qui produit aussi les pensées. La conscience même que vous êtes est l'universel, la vie. Et cela imprègne tout. Et ainsi, l'univers entier est imprégné de cette conscience par la vie, qui est un autre mot pour Dieu. Je ne vois pas Dieu comme une entité qui est à un endroit particulier quelque part, mais en tant qu'essence, en tant que l'intelligence, l'essence qui anime la vie derrière toute forme. C'est l'éternel. La totalité. C'est la totalité. Vous voyez Dieu. Vous dites que Dieu est, votre idée de Dieu est qu'il est la totalité de l'essence de toute forme de vie. Oui, et en fin de compte, vous n'êtes pas séparés de cela. C'est l'ego qui dit « ma vie ». Au moment où vous dites « ma vie », vous êtes déjà séparé de la vie. C'est une pensée. Vous pensez « c'est ma vie ». Et ensuite vous pensez « oh, je peux perdre ma vie ».
Je ne suis pas séparé de la vie, car je suis la vie. C'est seulement à travers la structure du langage que vous créez l'illusion de la séparation. Je vois ça. Le chien le sait encore à un niveau primordial. L'animal, l'arbre, sait qu'il est un avec la vie. Donc il n'a pas cette peur de la mort. Et il ne se voit pas séparé du reste de l'univers. Donc laissez-moi vous poser la grande question. Vous n'avez pas peur de la mort? Non, non. L'ego s'est dissous et seul l'ego a peur de la mort. Je sais qu'il n'y a pas de mort. Vous savez qu'il n'y a pas de mort. Ok, dites-moi comment. J'ai une petite chose à la fin de ce chapitre. Je sais, vous dites la preuve indéniable de l'immortalité. J'ai lu cela et me suis dit, ok, bien, j'ai encore... Une petite chose que j'ai faite ici, car habituellement quand les gens parlent de l'immortalité, ils utilisent certains arguments, peut-être de la physique, ils disent que l'énergie n'est jamais détruite, l'énergie peut seulement être transformée. Donc l'énergie vitale qui est votre vie, parce qu'elle ne peut être détruite, doit survivre dans une certaine forme. C'est souvent l'argument pour la survie de leur vie. Il n'y a pas de mort, seulement la dissolution de la forme. C'est une façon d'aborder cela. Mais j'ai pensé que j'allais regarder la structure de cette phrase du langage qui dit « ma vie » ou « j'ai une vie », car la plupart des gens pensent qu'ils ont une vie. Et ils croient aussi qu'ils peuvent perdre leur vie. Maintenant, si vous regardez cette phrase et que vous dites « je peux perdre ma vie, donc je suis séparé de la vie ». Ainsi, il n'existe rien de tel que ma vie. Vous dites cela à la fin de ce chapitre, page 128. Car je suis la vie. Je ne suis pas séparé de la vie. Je suis une expression de l'unique vie, une expression temporaire dans cette forme de l'unique vie intemporelle et sans forme. Donc je n'ai pas une vie, car je suis la vie, qui s'exprime elle-même en tant que cette forme. Ok, donc, que se passe-t-il quand il y a 2 semaines, vous parliez de votre mère et de votre père étendus dans le cercueil, et vous réalisiez qu'ils étaient allongés dans le cercueil et qu'ils étaient ces corps. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Donc nous ne sommes pas nos corps. Nous savons cela. Chaque personne qui lit ce livre sait que nous ne sommes pas nos corps. On comprend cela. Oui, et une fois que vous pouvez en fait sentir cela, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une croyance, vous pouvez aussi voir que vous n'êtes pas votre corps si vous vous approchez de cela de façon logique et voir que quand il y a un corps mort, cet être n'est plus là, il y a juste la chair et les os. Et quand l'être n'est plus là, la chair et les os se dissolvent très rapidement. Quand la présence animante n'est plus là, tous les atomes et les molécules se séparent et suivent leur propre chemin. Car la présence animante n'est plus là. Ok, en continuant ici, il n'existe rien de tel que ma vie et je n'ai pas de vie. Je suis vie. Je et vie ne font qu'un. Il ne peut en être autrement. Alors comment pourrais-je perdre ma vie? Comment puis-je perdre quelque chose que je n'ai pas, pour commencer? Comment puis-je perdre quelque chose que je suis? C'est impossible. Donc ce qui se passe ici, c'est que je viens juste de comprendre. Hello, hello, bing, bing, bing. Je comprends. Nous confondons la force de vie de je suis avec nos corps. Nous confondons cela. Oui. Donc, quand ça meurt et devient la coquille et se dissipe et que les atomes s'en vont et s'en retournent d'où ils viennent dans la terre, la cendre à la cendre, la poussière à la poussière, nous confondons ça qui est la forme physique. L'humain, nous confondons cela avec l'être. Et ils sont séparés. Oui. Une façon, si vous n'aimez pas le mot « vie », vous pouvez dire « l'univers ». Les gens croient que je suis ici et il y a le reste de l'univers. Je suis venu dans cet univers. Ils ne savent pas d'où. Je suis venu dans cet univers. Ce serait plus approprié de se sentir que vous êtes venu de l'univers, car vous êtes cet univers qui fait l'expérience de lui-même, très brièvement. En tant qu'humain. En tant qu'humain. En tant qu'humain, j'ai compris. Et ainsi, il veut faire ça.
j'ai compris. J'ai compris. C'est merveilleux quand vous réalisez que vous êtes bien plus qu'une personne, vous êtes l'univers. Qui s'exprime Oui, et s'expérimentant en tant qu'humain. qui s'appelle Eckhart. Oui, pour un moment. Pour un court moment. Et ensuite, il va vers d'autres expériences. Et ensuite, où allons-nous, Eckhart? Pourriez-vous nous le dire? Eh bien, voyons ce qui se passera. Ce qui se passera, sinon vous enlevez le fun. Si vous connaissiez déjà le reste de votre vie, plus de fun. Ok. Avant de dire au revoir, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas pu aborder dans ce chapitre. Nous aurions pu passer 2 ou 3 semaines sur ce seul chapitre, mais selon vous, quelle est l'essence de ce chapitre? L'essence de ce chapitre? Oui, ce chapitre sur les rôles que l'on joue, ce que j'ai dit au début, que nous sommes des humains et des êtres, et dans ce corps, on tente de vivre à travers les deux. Oui, il est question d'harmoniser les deux, l'humain et l'être, de telle façon que vous pouvez fonctionner dans ce monde de la forme où vous devez faire des choses et accomplir votre fonction en même temps sans vous perdre dedans, être enraciné dans la profondeur de l'être de façon que vous ne soyez pas perdu dans la forme. Ainsi, il y a une profondeur en vous et un enracinement dans cette immobilité, ce silence plein de vie, et à partir de là, vous fonctionnez à l'extérieur, ici. Et il y a toujours cette paix en arrière-plan, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et plus particulièrement, ne pas être attaché aux rôles, ni défini par les rôles que nous jouons dans la vie et réaliser ce qu'ils sont. Juste des rôles. Oui. Oui, et abandonner le rôle quand il n'est plus nécessaire. Quand vos enfants grandissent, vous n'avez plus besoin d'être la mère ou le père. Vous n'avez plus besoin de jouer ce rôle. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est ce qu'ils sont. Et quand leurs enfants grandissent, ils ne savent plus Oui, qui ils ça sont. peut être une crise ou les gens qui partent à la retraite. Ils étaient identifiés avec... Et c'était leur travail. Et ensuite, qui suis-je? Oui, vous aviez parlé de cela au Japon, où c'est habituel de garder votre travail toute la vie. Et la dernière fois, vous parliez d'un homme qui s'était suicidé. Il y a beaucoup de cas de gens au Japon qui ont perdu leur travail et se sont suicidés car ils étaient s'identifiés avec leurs entreprises. C'était le sens de leur soi. Bien, c'est fascinant. Je veux vous remercier tous autour du monde pour faire en sorte que cette vraiment remarquable expérience soit possible. Eckhart et moi serons encore là lundi prochain à 20h. Dites-le à tous vos amis, partagez le livre avec eux. S'ils disent je ne le comprends pas, c'est ok. C'est vraiment ok. C'est ok. Ils auront le livre et peut-être l'ouvriront dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Ce 4e cours sera disponible dès demain, tout comme les cours précédents. Vous pouvez aussi faire ça sur oprah.com et sur iTunes. Votre devoir pour cette semaine, c'est de mettre à jour votre cahier en ligne. La semaine prochaine est le chapitre que beaucoup d'entre vous attendent. Chapitre 5, le corps de souffrance. Le corps de souffrance. Si vous sentez le fardeau de votre passé, commencez à apprendre comment alléger ce poids. Cela va être vraiment très excitant. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont demandé à avoir la musique de notre émission. La chanson s'appelle « Nous sommes une terre » et a été produite par Harpo Song, notre label musical. À partir de demain, elle sera disponible gratuitement sur iTunes ou oprah.com. Donc, profitez-en bien. Ceux qui l'ont demandé, c'était fun. C'était fun. Donc, voyons juste ce qui se passera. Voyons juste ce qui se passera. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.